Bonsoir à toutes et tous. Merci de participer à ces rendez-vous de la recherche. L'objectif de ces rendez-vous de la recherche, c'est les deuxièmes que nous organisons, est de permettre à la faculté de Sciences Po de communiquer ses résultats, ses idées à une audience un peu plus large que les audiences académiques typiques, dans une perspective interdisciplinaire sur un sujet que nous trouvons intéressant. Et le sujet de ce soir, c'est le système financier. Donc deux choses que je voulais vous indiquer. D'une part, concomitamment à cet événement, paraît un dossier qui comprend une dizaine de contributions, qui s'intitule Cogito, qui comprend une dizaine de contributions issues de toutes les disciplines de Sciences Po sur le sujet du système financier, des contributions très accessibles. Comme vous êtes ici, nous avons vos emails, donc vous le recevrez par voie électronique dès demain. Dossier Cogito. Et le second point que je voulais souligner, c'est que l'événement de ce soir est organisé en collaboration avec la Banque de France. Donc je remercie d'abord les collaborateurs de la Banque de France qui sont avec nous. Et puis je voulais saisir l'opportunité de cette collaboration pour rappeler l'intensité et l'ancienneté des liens scientifiques et pédagogiques que nous avons avec la Banque de France et rappeler à quel point je m'en félicitais. Voilà, je vais laisser le micro à Cornelia Volk, qui est professeure de sciences politiques à Sciences Po, qui dirige le MaxPo, qui est notre joint venture avec la société Max Planck, et qui est surtout la grande ordonnatrice de cette soirée et de Cogito. Elle va vous en dire un peu plus sur le déroulé de la soirée. Bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous de la recherche organisé par la direction scientifique de Sciences Po en partenariat avec la Banque de France et notre école du management et de l'innovation. Il était prévu que Marie-Laure Saljelic allait faire un mot d'ouverture ce soir, mais elle est malheureusement dans l'impossibilité de venir et c'est à sa place que je m'exprime pour vous saluer. Et donc je me permets aussi de parler à sa place de l'importance du sujet de notre rencontre, qu'elle a étudié en tant que chercheur comme phénomène au sein des entreprises et à l'échelle mondiale, mais qui est aussi une thématique centrale étudiée au sein de l'école du management et de l'innovation. En effet, l'évolution du système financier est devenue incontournable pour comprendre les enjeux des finances publiques de nos pays, de financement des entreprises et des ménages. Le phénomène que les sciences sociales appellent la financiarisation, c'est-à-dire la croissance du secteur financier et le recours accru à l'endettement, impacte non seulement l'économie, mais aussi les relations politiques et sociales. Moteur de croissance et source d'instabilité, le système financier, qui est devenu le système nerveux central de nos économies mondialisées, apparaît autant nécessaire que difficilement gouvernable. Or, à Sciences Po et à l'École du management et de l'innovation, l'ambition est de contribuer à réaliser ce que la doyenne appelle l'utopie réaliste d'une prospérité inclusive et durable. Et pour faire advenir un tel projet, la finance doit être au service de la production des valeurs collectives et non pas une fin en soi. C'est donc dans ce contexte-là que nous devons aujourd'hui explorer la question importante de la gouvernance. Comment gouvernons-nous la finance pour qu'elle puisse se réconcilier avec l'économie réelle et avec un projet économique, politique et social? Cette discussion est organisée en table ronde avec les enseignants-chercheurs de Sciences Po et ceux qui gouvernent au quotidien la finance à la Banque de France. Nous avons aujourd'hui deux tables rondes qui vont explorer l'une après l'autre deux dimensions différentes, l'échelle macroéconomique du financement de l'État et l'échelle des établissements financiers et des consommateurs. Je vous souhaite donc une excellente soirée et j'appelle à me rejoindre les participants de la première table ronde qui sont déjà là. Par contre, ce n'est pas la bonne table ronde qui est projetée. Merci beaucoup. Jérôme Scard, Philippe Martin et Bruno Cabriac. Comme je vois que nous n'avons plus de montres, je vais ajouter la mienne. Alors, la première table ronde s'appelle « Les finances publiques à l'épreuve des crises ». Avec moi ce soir, nous avons Jérôme Scard, à ma gauche, professeur d'économie politique et chercheur au Centre de recherche internationale de Sciences Po.
Ces travaux portent sur la construction et la régulation des marchés dans une perspective empirique et microfondée qui accorde une grande importance aux règles de droit et aux procédures dans des divers contextes historiques. La justice et l'administration économique sous l'Ancien Régime, les faillites du XIXe siècle, la restructuration des dettes souveraines, dont il nous parlera ce soir en évoquant notamment les crises de dettes souveraines en Amérique latine dans les années 80. Deuxième intervenant, Bruno Cabriac, de la Banque de France. Il est directeur général adjoint de la Direction générale des statistiques de la Banque de France. Auparavant, il était directeur des relations internationales et européennes à la Banque de France en pleine période de crise économique. Avant 2008, il partage sa carrière entre la Banque de France et le ministère des Finances, basé entre autres au Caire, à Tokyo ou à Hong Kong, avec des responsabilités diverses comme la zone franc et le financement du développement à la Banque de France ou en tant que conseiller financier pour l'Afrique à la DG Trésor. Avec cette expérience vaste, il nous parlera de l'évolution de l'endettement dans le monde. Enfin, Philippe Martin, à ma droite, qui est professeur des universités en économie au département d'économie de Sciences Po, président du Conseil d'analyse économique et du Conseil national de productivité et Research Fellow au Center for Economic Policy Research, CEPR. Ses travaux se situent en macroéconomie internationale, finances et relations commerciales et géographie économique. Il a analysé les effets de la mondialisation à toutes les échelles et dans des régions allant de l'Afrique subsaharienne à la zone euro. Aujourd'hui, c'est un des experts les plus sollicités sur l'analyse de la crise de la dette souveraine en Europe, avec un très grand travail d'analyse et de conseil public, tout comme des analyses très scientifiques, à l'instar d'un récent article publié avec Thomas Philippon dans le American Economic Review. On va donc vous écouter l'un après l'autre pendant une dizaine de minutes. Ensuite, on va ouvrir à la discussion avec la salle pour l'ensemble des intervenants. Jérôme Sgard, en premier. Oui, merci beaucoup. Donc, le thème de cette brève intervention pour engager la discussion, c'est donc une crise de la dette qui est un peu ancienne et puis qui est également dans une sorte d'angle mort. La crise de la dette des années 80, qui était une crise majeure, qui aurait pu emporter l'ensemble du système bancaire international, en fait, commence à être abordée par les historiens, mais tout juste, et ne fait pas franchement partie de l'horizon des policymakers actuels et des experts de dette souveraine, académiques ou professionnels. Donc il y a une sorte d'angle mort, alors même qu'elle est extrêmement intéressante. Le premier élément ici, c'est que c'est une crise de dette souveraine qui a été intégralement gérée au plan multilatéral. Il y a eu 109 restructurations selon des règles informelles mais extrêmement régulières et entièrement coordonnées par le FMI. D'habitude, en règle générale, les dettes souveraines sont restructurées tout près des places financières où elles ont été émises. À Londres au XIXe siècle, à New York aujourd'hui. Alors, le projet de recherche là-dessus, c'était l'idée de revenir sur cet épisode quand même qui a marqué aussi l'ouverture de la globalisation. Elle a été un des incubateurs ou des souffleries, peut-être on pourrait dire, de la globalisation financière, et de mieux comprendre quelle a été la logique de résolution à cette époque-là. Et le premier élément, c'est que, un peu paradoxalement, pour arriver à régler tout au FMI, avec un FMI qui est à la fois qui est le financier, qui apporte de l'aide, qui est un expert économique, qui est un gatekeeper, qui est broker, qui fait donc une sorte de dieu indien avec des bras partant dans toutes les directions. Mais pour arriver à mettre le FMI au cœur de cette affaire, il a fallu en fait suspendre toutes les règles de droit existantes. Il n'y a pas de référence aux droits des pays d'émission de la dette. Les règles de supervision des banques régulant comment est-ce qu'on doit provisionner des pertes éventuelles sur des crédits en difficulté ont été suspendues. Les règles de droit international privé qui avaient des choses à dire, on ne les a pas écoutées. Et donc, on a fait une espèce de forum de résolution, une sorte d'apesanteur organisé, je dirais, à la main par le FMI. Alors, la conséquence de cette informalité et de cette grande régularité, c'est que c'est une histoire qui est assez difficile à reconstituer. Dans un premier temps, j'ai repris dans le détail les archives du FMI, mais c'est plein de zones d'ombre, de silence, d'euphémismes. Et je voudrais juste insister là-dessus.
Le premier élément, le plus élémentaire, la représentation des banques. Vous aviez des groupes de 5, 8, 10 banques qui ont été strictement choisis dans le club des 20 ou 25 grandes banques. Il n'y a jamais eu de délégation de pouvoir, il n'y a jamais eu de réunion de toutes les banques créancières. C'était elles qui se cooptaient les unes les autres, se retrouvaient d'un pays à l'autre et négociaient avec le FMI et le pays. Comment est-ce qu'on faisait avec toutes les autres, c'est-à-dire les petites banques, celles qui s'étaient aventurées de manière malheureuse à prêter au Mexique ou à l'Argentine ou à des banques régionales du North Kansas, etc. On leur a tordu le bras de manière assez énergique. Et ça, on ne pouvait pas le dire. Les grandes banques ont fait des pressions extrêmement fortes sur les petites, et si ça ne suffisait pas, eh bien, c'était les régulateurs bancaires, les banques centrales. Ça a été très peu dit, mais si vous maintenant on peut accéder aux archives et donc vous pouvez retrouver des comptes rendus de délibération, de groupes de travail à la BRI à Bâle disant mais des banques centrales, mais ce que vous nous faites faire est horrible. Comment pouvez-vous nous demander de tordre le bras des banques privées, etc. D'énormes résistances internes, des communiqués internes, des comptes rendus de discussions internes au G7 disent la même chose. Donc énorme élément de rapport de force entre grandes banques internationalisées et petites, et puis de fait une sorte d'instrumentalisation des régulateurs nationaux pour discipliner leurs petites banques quand elles voulaient sortir du jeu. Et ça, évidemment, on ne peut pas le dire. Mais, autre élément, la règle du jeu pour adopter un programme et de restructuration et de stabilisation économique, a priori, c'était du bon sens. Chacune des trois parties devait être d'accord. Le pays, le club représentatif des banques et le FMI. Et c'est comme ça que ça a fonctionné pendant 7 ans. Mais voilà, problème. Vous pensez au FMI, créé en 1944, dominé par le G7, c'est un vote censitaire, etc. Cette règle toute simple impliquait que le board du FMI, avec les représentants des pays du G7, soumettait sa décision de prêter au bon vouloir d'un groupe informel, non représentatif de banques internationales. C'est ce qui permettait de faire fonctionner cette règle, en gros, du triple veto. Mais évidemment, ça ne pouvait pas être dit non plus. Donc, quand vous êtes sur les archives papier, eh ben, on dit, on s'attend à ce que ceci, ou bien le course of action sera ceci ou cela, mais vous n'avez aucun communiqué, aucun descriptif, formel, décision du G7 ou du BOC, disant on va faire comme ça. Parce que directement, vous allez à l'encontre des règles élémentaires de représentation du pouvoir, des contrôles des principaux sur le FMI. Dernier point, les pays eux-mêmes. Là, c'est assez curieux. Évidemment, c'est eux qui ont payé le prix fort. Ce n'est pas exactement la Lost Decade, mais il y a eu quand même 7 années, 8 années assez lourdes. Aujourd'hui, quand on parle avec les gens, et j'ai fait une grande partie au-delà des archives donc d'histoire orale, c'est ce que je voulais indiquer à l'instant, et que donc on peut reparler à ceux qui étaient directeurs du FMI à l'époque, qui était Jacques de la Rosière. J'ai pu aussi rencontrer Paul Volcker, qui était à la Fed à cette époque, les représentants des grands coordinateurs des banques, des Mexicains. Ils disent on aurait pu trouver une sortie en 86-87, au lieu d'attendre 89. Maintenant, et ça c'est le dernier point, quand on a trouvé la sortie, 89, avec ce qu'on appelait le plan Brady, qui a coupé la dette en partie, et puis qui surtout a échangé des dettes bancaires contre des bonds, les fameux Brady bonds, et qui ont fait injecter ces pays sur les marchés du jour au lendemain. Énorme scepticisme. Paul Volcker et Larosière, les deux old men de la première partie de la crise, qui n'étaient plus là, étaient contre. Les banques ont résisté pendant des mois et des mois. Les ingénieurs qui ont monté ce programme au Trésor américain disaient si on peut sortir enfin de cette crise, ce serait pas mal. Mais très curieusement, non seulement tous les acteurs de la globalisation sont extrêmement réservés et sceptiques, mais aucun n'anticipe l'ampleur des changements qui viendront après. C'est-à-dire qu'on est là, dans la fin de cette crise, qui prépare le grand saut dans la libéralisation financière et l'expérience des économies émergentes. Personne ne l'anticipe, personne ne voit venir. Ce qu'on espère avoir trouvé, c'est une porte de sortie. Donc, je n'irai pas plus loin. Ce que vous avez de très curieux, donc, c'est d'une côté
une gestion de crise très ancrée dans des méthodes finalement, on pourrait dire colbertistes, très après-guerre, avec les États qui suspendent les règles, manipulent le régulateur, tordent le bras au secteur privé, pour déboucher à la fin sur un monde qui va devenir très vite très différent, mais sans aucune mesure anticiper ce qui va se passer. Personne n'avait vu qu'en 2 ou 3 ans, on allait changer de monde. Donc ça, c'est le paradoxe des crises. On les gouverne tant bien que mal, mais on ne voit pas nécessairement ce qu'on fait exactement. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Je vais passer tout de suite la parole à Bruno Cabriac. Merci. Donc, moi, je voudrais évoquer l'endettement global au niveau mondial et évoquer 3 points. Premièrement, d'abord, cette focalisation aujourd'hui sur des chiffres mondiaux d'endettement, qui est une focalisation très nouvelle, curieusement, puisque la globalisation financière date déjà, et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Jérôme Sgar, des années 80-90. Deuxièmement, constater qu'il y a une forte montée de l'endettement global et de l'endettement particulièrement souverain au niveau mondial. Et troisièmement, constater aussi qu'au niveau mondial, beaucoup de facteurs structurels allaient dans le mauvais sens, c'est-à-dire celui de la non-soutenabilité de cette dette qui a quand même fortement augmenté depuis la crise. Dans le même registre que personne ne voit la crise avant qu'elle vienne, c'est vrai qu'avant la crise de 2007, les crises des dettes souveraines étaient considérées comme un phénomène exotique, en général ancré en Amérique latine ou en Europe de l'Est après la transition, et qu'on imaginait mal que des pays avancés, encore moins que des pays européens, puissent un jour connaître une crise de la dette. Le souvenir du Royaume-Uni de l'époque d'avant Thatcher était déjà très, très loin. Et c'est la raison pour laquelle on n'additionnait pas des choux et des carottes, et donc il y avait assez peu de focalisation sur un chiffre global d'endettement global. Or aujourd'hui, il y a encore eu hier un article des Échos là-dessus, c'est un chiffre qui, depuis, je dirais, 2-3 ans, focalise un peu l'attention lors des grandes réunions internationales, des assemblées du Fonds monétaire notamment. C'est un chiffre qui est suivi depuis un petit peu plus longtemps par la Banque des règlements internationaux. C'est un chiffre qui est suivi plus récemment par le FMI et l'IIF, qui ont monté une base de données globale qui permettent d'avoir des chiffres au niveau mondial. C'est pourquoi cette focalisation au niveau mondial? D'abord, effectivement, parce qu'on sait que personne ou presque personne n'est exempt de risque de dette souveraine. Et deuxièmement, c'est parce que la réponse à la crise a souligné les effets de contagion de la dette. Alors, il y a un effet de contagion de la dette qui a été très largement traité et qu'on a vu dans tous les journaux et dans tous les cénacles. C'est celui entraîné par les politiques monétaires extrêmement accommodantes, voire les politiques monétaires quantitatives, qui ont été lancées dans les pays émetteurs de devises internationales, notamment aux États-Unis et en zone euro, mais aussi au Japon, et qui ont entraîné une énorme croissance de la liquidité mondiale. Et cette croissance de la liquidité mondiale a eu effectivement des effets de contagion sur les pays émergents et même sur les pays pauvres, puisque une partie de cette liquidité s'est détournée à la recherche de rendement vers ces pays. Il y a un autre phénomène de contagion qui a moins été souligné et qu'on voit moins, c'est celui de la détérioration globale des risques. En effet, pour un investisseur, les risques, c'est quelque chose de relatif. Et avec la dégradation relativement forte des risques sur un certain nombre de dettes de pays développés, notamment par exemple dans la zone euro, eh bien, en termes relatifs, la dette souveraine des pays d'Amérique latine, des pays et même de pays pauvres d'Afrique est devenue moins risquée. Et c'est ce qui fait qu'on a vu, au moment de la crise de la dette souveraine en Europe, des pays pauvres d'Afrique
comme le Rwanda, emprunter avec une prime de risque, donc avec des taux d'intérêt plus faibles que ceux des États périphériques d'Europe, du sud de l'Europe. Donc, ce phénomène de contagion ajoute un intérêt encore à avoir un chiffre global d'endettement. Donc ce chiffre global d'endettement, moi je me référerai essentiellement au chiffre de la BRI, il n'est pas très loin de celui que donne le FMI. Il est autour de 250% du PIB aujourd'hui, donc c'est un chiffre qui est très élevé. C'est un chiffre global d'endettement, hein, à la fois des acteurs privés, des ménages et des sociétés non financières, mais aussi des acteurs publics. Vous avez vu que le chiffre publié par le Fonds monétaire et l'AIF est repris d'ailleurs dans l'article des Échos, lui est de 320%, parce qu'il additionne, mais ce n'est pas toujours le chiffre le plus pertinent, il additionne les dettes du secteur financier. Donc ce chiffre de 234%, le dernier chiffre connu par la BRI d'endettement total, il a beaucoup progressé. Depuis la crise, il est passé de 209 à 234%, en gros en 18 ans. Et les 2/3 de cette progression sont dus à la progression de l'endettement souverain, qui, lui, est passé de 61% du PIB à 79% du PIB. Dans un pays comme le nôtre, ce chiffre ne fait pas peur. Il fait moins peur, évidemment, que les 320% ou les 240%, mais 79% au niveau mondial pour l'endettement souverain, ça prend en compte aussi des pays émergents, dont la capacité à tirer des recettes fiscales est quand même très inférieure à un pays comme la nôtre. Et donc, c'est un chiffre qui est en niveau alarmant. La progression, elle aussi, est une progression alarmante, même si elle a pour contrepartie la baisse très forte des taux d'intérêt un peu partout dans le monde, et donc une plus grande soutenabilité de la dette en termes de service de la dette. Cette croissance de l'endettement et ce niveau élevé de l'endettement, il est porté par un certain nombre de pays, parce que quand on parle d'endettement, c'est intéressant d'avoir des chiffres globaux, c'est intéressant d'avoir des chiffres moyens, mais c'est surtout intéressant d'avoir aussi des chiffres détaillés. Et quand on regarde les pays les plus endettés, eh bien, il y a un mix les grands pays les plus endettés, il y a un mix de pays développés comme le Japon, l'Italie, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Espagne, le Canada, le Royaume-Uni, et puis des grands émergents comme le Mexique ou la Chine. Quand on regarde par catégorie de pays, finalement, ce qui est le plus inquiétant, même s'il y a un endettement très élevé dans les pays développés, c'est la rapide montée de l'endettement public dans les pays émergents. Le pays émergent médian a un endettement public qui est passé très rapidement de 25 à 50% du PIB, et donc à des niveaux qui sont déjà au-delà des normes de soutenabilité. Un quart des émergents ont une dette publique supérieure à 65%, qui est un seuil de soutenabilité pour cette catégorie de pays. Par-dessus le marché, dans ces pays, il y a une forte montée de l'endettement des entreprises d'État, dont beaucoup sont, par exemple, dans le secteur extractif, avec des perspectives qui ne sont pas forcément très bonnes, et donc ça constitue un risque implicite de croissance forte de l'endettement de ces pays, émergents. Et par ailleurs, ces pays émergents ont connu une forte montée de leur endettement externe, et aujourd'hui, les pays émergents médians a une dette externe qui représente plus de 150%, plus d'une année et demie de ses exportations. Et 25% des pays émergents ont une dette externe qui est supérieure à 2 années d'exportation. Pour les pays émergents à bas revenus, il y a eu en outre un décollage impressionnant pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, du recours aux marchés financiers, parce qu'ils ont pu obtenir des conditions relativement satisfaisantes, mais qui restent à des taux d'intérêt élevés, avec des primes de risque élevées. Et ils se sont endettés à une période assez courte, puisqu'ils n'arrivaient pas à trouver des maturités. Donc là aussi,
c'est un risque important. Et enfin, terminons par les pays pauvres. La moitié des pays pauvres aujourd'hui, des pays à bas revenus, sont jugés en situation de dette non soutenable par le FMI. Voilà, donc c'est une progression en quelques années, en 4 ou 5 ans, de moitié. Donc on est passé à le quart des pays pauvres, à la moitié des pays pauvres qui ont aujourd'hui une situation d'endettement inquiétante. Voilà, donc si je devais rajouter encore un élément d'inquiétude dans cette analyse, qui est souvent souligné par les organisations internationales, que ce soit la Banque des règlements internationaux ou le Fonds monétaire international, c'est celui de la dette en dollars des résidents non américains. Elle est extrêmement élevée. Les sociétés non financières, la dette des sociétés non financières non américaines en dollars est de l'ordre de 12 trillions de dollars, ce qui est un montant absolument considérable. Donc les expose à un risque de change très fort, un risque de change qui est totalement procyclique, puisque le dollar est une monnaie sûre, qui donc en cas de crise s'apprécie fortement. Et si on prend la dette des non-résidents américains totale en dollars, elle est de près de 50 trillions de dollars, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de banques non américaines qui empruntent en dollars pour prêter à des entreprises non américaines. Donc ça, c'est un secteur qui est particulièrement fragile et un problème, et qui est un vrai problème de stabilité financière dans le monde. En cas de retournement de la crise. En cas de retournement, je voulais aussi donner un dernier chiffre, pour ne pas trop exagérer le catastrophisme, mais un dernier chiffre qui a frappé les esprits lors des dernières assemblées du Fonds monétaire international. Dans un scénario de récession mondiale modérée, le FMI estime que la dette à risque des sociétés non financières atteindrait 40% de leur dette. 40% de leur dette. Alors ce chiffre très élevé, il vient de la dégradation de la qualité des débiteurs après une longue période de complaisance des créanciers. Longue période de complaisance des créanciers qui est due en large partie à cette longue période dans laquelle nous sommes et dans laquelle les taux d'intérêt sont très bas. À ce niveau, et c'est la raison pour laquelle j'en parle en évoquant les dettes souveraines, à ce niveau, cette dette est tellement élevée, cette dette à risque est tellement élevée qu'il y a un risque de socialisation, de nationalisation de tout ou partie, enfin d'une partie au moins de cette dette, et donc ça augmenterait considérablement le poids de la dette souveraine. Et puis, dernier point que je voulais mentionner, c'est au-delà de ces perspectives à court terme et de ce niveau d'endettement qui est un peu inquiétant, les perspectives à long terme pour la dette souveraine, de soutenabilité de la dette souveraine, ne sont pas favorables. Pourquoi ? Le premier, c'est parce que le dénominateur, qui est aussi la base fiscale qui permet de rembourser la dette souveraine, c'est-à-dire le PIB, n'est pas probablement amené à être aussi dynamique qu'il a été au cours des 50 dernières années. La croissance potentielle est partout en baisse. Et probablement elle va le rester, en tout cas dans les scénarios médians ou dans les scénarios les plus pessimistes. Une partie de la raison de la faiblesse probable à terme de la croissance potentielle, c'est le vieillissement de la population. Et ce vieillissement de la population, il a aussi des effets sur le numérateur, c'est-à-dire sur les dépenses publiques, puisqu'il entraîne un accroissement des dépenses à la fois de retraite, d'une part, et d'autre part, des dépenses de santé. Et donc, ça va peser probablement lourdement sur les perspectives de soutenabilité de la dette publique. Enfin, je voulais signaler un dernier élément qui va sans doute peser aussi sur la soutenabilité de la dette publique, c'est celui du changement climatique. Je crois que les événements récents ont montré les difficultés qu'ont les États aujourd'hui à régler le problème
ou a en partie trouvé des solutions au problème de la transition énergétique à travers la fiscalité. Et donc, il y a une possibilité importante que, surtout dans le climat de bas taux d'intérêt aujourd'hui, on règle ça en partie par une augmentation des dépenses publiques et donc par une augmentation de la dette publique et des problèmes de soutenabilité à terme. Voilà. Alors, je voudrais juste terminer par le fait que, évidemment, tous ces sujets d'inquiétude, c'est dans un monde normal. Dans un monde où les taux d'intérêt sur la dette souveraine, même à long terme, resteraient négatifs, et où les effets de boule de neige de ce fait disparaissent, voire s'inversent, donc on s'enrichit vraiment, pour le coup, en s'endettant, évidemment, ce sentiment d'inquiétude disparaît, mais on a encore du mal à trouver les clés de fonctionnement de ce monde. Merci beaucoup pour cette vision d'ensemble. Je passe la parole à Philippe Martin. Merci, bonsoir. Je voulais juste revenir quelques instants donc, sur la crise de la zone euro en essayant de parler un tout petit peu à la fois de l'origine, du déroulement et puis d'un certain nombre de débats actuels qui ont lieu sur le traitement de la dette publique en zone euro. Et je le ferai à partir de recherches que j'ai menées à la fois avec Thomas Philippon qui est à New York University, Pierre-Olivier Gourin-Chasse qui est à Berkeley, et aussi de travaux qu'on a menés avec des économistes allemands et français, ce qu'on appelle le groupe 7+7, où il y avait 7 économistes allemands, 7 économistes français, où on faisait des propositions justement sur ce traitement de la dette de la zone euro. Et puis, j'aurai pas le temps d'en parler, mais peut-être ça reviendra, et Bruno en a parlé un tout petit peu à la fin. Je pense qu'il y a quand même un changement assez fondamental, c'est la baisse persistante des taux d'intérêt qui clairement change fortement la possibilité de dynamique d'accumulation de la dette publique. Je crois aussi que c'est quelque chose que Bruno Cabriac a mentionné, et c'est en lien d'ailleurs avec ce que disait Jérôme Sgar au départ. Pour la zone euro, très franchement, on était dans l'idée que ces crises de dette souveraine qu'on avait vécues dans les pays émergents, ce n'était pas possible chez nous. C'était quelque chose qui était pour les pays pauvres et les pays émergents. Ça ne pouvait pas arriver en zone euro dans les pays industrialisés. Et c'est arrivé, et clairement, il y a à la fois des traits communs avec ce qui s'est passé dans les pays émergents, et en particulier le fait que les pays dans la zone euro s'endettent dans une monnaie qui n'est pas la leur, qui est une monnaie partagée, mais qui n'est pas la leur, ce qui est très souvent le cas dans les pays émergents qui s'endettent en dollars. Nous, en France, on s'endette dans une monnaie qui n'est pas la monnaie française, qui est une monnaie partagée. Et donc, ça change énormément de choses, et en particulier dans la dynamique de la crise. Alors, comme vous le savez, dans la crise de la zone euro, il y a eu deux étapes. Il y a eu une première crise qui était très clairement liée à des points communs avec la crise des subprimes aux États-Unis, liée à l'endettement privé, en particulier si on pense à l'Irlande ou l'Espagne. Et puis ensuite, un petit peu plus tard, à partir de 2010-2011, la crise de la dette souveraine qui s'est en partie, qui a eu son moment culminant avec le défaut de la Grèce, qui a été quand même le plus gros défaut souverain de l'histoire financière. Alors, dans le travail que j'avais mené avec Thomas Philippon, on essayait de se poser la question quel a été le rôle dans la crise de la zone euro d'un certain nombre de mécanismes, la dette publique, donc c'est ce sur quoi je vais insister, mais la dette privée aussi. Et on a vu évidemment que pendant la crise de la zone euro, la frontière entre dette privée, en particulier dette des banques, et dette publique était très fongible, puisque très rapidement les dettes privées sont devenues des dettes publiques au moment où il a fallu sauver les banques, et puis aussi le rôle de la BCE dans le déroulement de la crise de la dette souveraine. Et on gardait donc 4 pays, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Irlande. Et en gros, en faisant ce qu'on appelle des contrefactuels, c'est-à-dire en se posant la question qu'est-ce qui serait passé si, pendant les années 2000, au moment où
la croissance n'était pas extraordinaire, mais enfin, elle était positive, on n'était pas en crise. Qu'est-ce qui serait passé si on avait fait une politique fiscale plus conservatrice, c'est-à-dire si on avait fait une politique qui avait diminué la dette publique? Et je dois dire d'ailleurs que donc on essaie de regarder, de mettre le focus sur à quel point la dette publique a été à l'origine de la crise, qui a été quand même aussi le narratif, et il y a beaucoup de conséquences aujourd'hui, qui a été le narratif allemand de la crise. Le narratif allemand, c'est la crise de la zone euro, c'est lié à des politiques fiscales qui ont été, qui n'étaient pas suffisamment conservatrices, trop laxistes. Je cite Hans-Werner Sinn, alors il est un petit peu extrême et caricatural, mais enfin il a un impact très important dans le débat allemand, qui disait la leçon de la crise, c'est qu'une union monétaire a besoin d'une discipline budgétaire d'airain pour éviter le cycle récession-expansion. Donc pour beaucoup d'économistes allemands, la question essentielle pour la crise, ça a été la dette souveraine. Et nous, quand on fait c'est contrefactuel, on se dit bon, qu'est-ce qui serait passé si dans les années 2000, en effet, on avait baissé la dette publique? Ce qu'on voit, c'est que il y a un pays qui se distingue vraiment complètement des autres, c'est la Grèce. Très clairement, la crise grecque est très fortement liée à une politique budgétaire où il y a eu une accumulation de dette publique qui a augmenté assez fortement dans les années 2000. Et là, donc, très clairement, la cause est en effet une politique budgétaire qui n'a pas été suffisamment conservatrice. En revanche, dans les autres pays, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande, la conclusion est plutôt que c'est vraiment la question non pas d'une politique budgétaire qui n'était pas suffisamment conservatrice, mais plutôt d'une politique macro-prudentielle, c'est-à-dire de gestion de la dette privée, et en particulier de régulation des banques et de l'endettement à la fois des banques et puis d'un certain nombre d'acteurs privés, qui a été vraiment l'origine de la crise financière, de l'entrée de ces pays dans la crise. Et puis un dernier point qu'on regardait, c'est aussi le rôle de la BCE, parce que ce qui a été vraiment très important, et c'est ça qui fait la spécificité, je pense, de la crise de la dette de la zone euro par rapport à d'autres pays, c'est qu'il y a eu très clairement un mécanisme qu'on appelle d'anticipation autoréalisatrice, c'est-à-dire que le défaut de dette souveraine a été très clairement lié au risque de sortie de la zone euro et d'éclatement de la zone euro. Et donc, on pouvait pas, ça a été difficile de distinguer les deux. Et donc là, c'est quand même une spécificité de la crise de la zone euro. Dans une certaine mesure, c'est aussi lié à d'autres crises dans les pays émergents qui étaient en taux de change fixe. Donc là, la zone euro, c'est un taux de change fixe censé être irrémédiable, mais clairement, les marchés ont mis ça en doute. Et jusqu'à 2012, jusqu'à juillet 2012, le fameux whatever it takes, cette crise de la dette souveraine était clairement dans une mécanique extrêmement dangereuse d'anticipation autorisatrice, où le fait qu'on anticipe qu'il y ait un risque que ces pays puissent sortir de la zone euro augmentait les spreads, c'est-à-dire la prime de risque demandée par les marchés financiers pour détenir cette dette. Et le fait que ces spreads augmentent avait un impact évidemment sur la possibilité de se financer pour ces pays. Ça avait un impact aussi sur les spreads et le coût de l'endettement pour les ménages, les banques et les entreprises, qui a donc impliqué une forte chute de l'investissement dans ces pays, de la consommation, donc du PIB, donc des recettes fiscales. Et donc vous voyez que du coup, l'anticipation d'un risque de sortie et de défaut sur la dette souveraine s'auto-alimentait, puisque ça générait une récession qui elle-même validait l'anticipation de sortie. Ce n'a qu'à partir de 2012 et des actions très fortes de Mario Draghi sur le fait de dire on va faire ce qui sera nécessaire pour que ces spreads, cette augmentation très forte des taux d'intérêt sur les dettes publiques soit très fortement réduite, que la mécanique infernale de cette crise s'est petit à petit réduite. Et on fait un contrefactuel d'ailleurs où on essaye de voir qu'est-ce qui serait passé si la BCE avait agi plus rapidement, et on voit qu'en effet la crise aurait été beaucoup moins forte dans les 4 pays. Donc de ce point de vue, la BCE, je ne dis pas que ça aurait été facile de le faire plus rapidement, cette action sur les spreads, mais clairement le fait que la BCE a attendu pour essayer d'arrêter cette crise sur la dette souveraine a été
important pour comprendre l'impact très fort, très récessionniste. Ça a été quand même la pire crise en termes de perte d'emploi, de croissance qu'un pays tel que la Grèce ait vécu depuis les années 30. Donc le rôle de la BCE a été très certainement important et heureusement en 2012 on a eu une action assez forte. Alors après sur le déroulement de la crise et en particulier ce qu'a fait le mécanisme européen de stabilité, etc., tous ces programmes qui ont été mis en place conditionnels pour prêter à ces pays qui avaient du mal à se financer sur les marchés financiers. Donc ça, c'est un papier qu'on est en train d'écrire avec Pierre-Olivier Gourinchas, d'ailleurs avec l'aide de la Banque de France. C'est un papier où ce qu'on essaye de regarder, c'est en effet la spécificité de ce que c'est qu'une union monétaire et qu'une crise de défaut souverain dans une zone monétaire. Et la spécificité, c'est en particulier le fait qu'il y a un dommage collatéral lorsqu'il y a une fragilité sur la dette publique. Pourquoi ? Parce qu'on revient à cette question que si par exemple l'Italie ou la Grèce faisait défaut sur sa dette souveraine, ce serait immédiatement couplé avec un risque de sortie de la zone euro et donc d'une crise financière majeure, et d'ailleurs qu'on a vécu en grande partie dans la zone euro. Et ce risque de crise majeure, c'est ce qu'on appelle le dommage collatéral sur les autres pays. Et donc, c'est ce qui explique que, de fait, on a mis en place des mécanismes de prêt, on dirait un bail-out pour ces pays à des taux d'intérêt faibles, sur des maturités, en particulier pour la Grèce, très longues, avec souvent des périodes de longues périodes où la Grèce n'avait pas besoin de payer. Et donc, il y a eu un bail-out très important, mais qui s'explique assez facilement, au sens où c'était ça, ou alors éclatement de la zone euro, gigantesque crise financière, encore plus importante que ce qu'on a vécu. Et donc, de ce point de vue, ça n'a pas été du tout de la solidarité. Ça a été une rationalité bien comprise que c'était ça, ou alors on avait une crise financière complète en zone euro. Ces transferts ont été très importants. On essaye de les quantifier. Alors, ils sont très différents. Pour la Grèce, on estime que ce transfert est de l'ordre de 40 points de PIB. Il vient du fait qu'on a prêté à la Grèce à des taux d'intérêt, encore une fois, faibles sur des maturités extrêmement longues, ce qui veut dire d'ailleurs que les 180% de dette publique sur PIB de la Grèce aujourd'hui ne veulent pas dire grand-chose. Attention, c'est très difficile de les comparer avec les 100% de dette publique de la France. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de ces prêts qui sont à des taux d'intérêt extrêmement faibles et à des horizons extrêmement longs. Donc, vous voyez que très souvent, quand même, quand on parle de dette publique, on compare un petit peu des oranges et des pommes. Et donc, de ce point de vue, le transfert il y a eu un transfert très important dans le mécanisme des résolutions de la dette souveraine, en gros 40% de dette du PIB pour la Grèce. En revanche, pour des pays comme le Portugal ou Chypre, ça a été beaucoup plus faible. Le transfert via le mécanisme européen de stabilité, etc., a été de l'ordre de 4-5%. Mais j'insiste sur le fait que ce transfert, ce bail-out, cette aide a été très conditionnelle et ça n'a pas été un cadeau, ça n'a pas été de la solidarité. En fait, ça a été fait de telle manière que la Grèce, par exemple, soit à peu près indifférente entre, d'une part, sortir de la zone euro et rester dans la zone euro. Et donc, le sort de la Grèce n'a pas été amélioré, entre guillemets, par ces transferts, puisqu'on a donné à la Grèce un montant qui était juste nécessaire pour pas qu'elle sorte et pour pas qu'elle crée un dommage collatéral gigantesque en générant un éclatement de la zone euro. Dernier point, il y a aujourd'hui beaucoup de débats, en particulier sur la réforme de la zone euro et comment on gère un défaut de dette souveraine en zone euro. Alors, à mon avis, on l'a géré très mal dans le cas de la Grèce, parce qu'on a attendu
extrêmement longtemps. On a fait ce qu'on appelle pretend and extend and pretend, c'est-à-dire on étendait, on refaisait des prêts à la Grèce et on prétendait que la Grèce allait payer. Bon, ça s'est terminé par un défaut très, très important. Je pense qu'on aurait dû et on aurait épargné beaucoup de malheurs à la Grèce si on avait fait un défaut souverain plus rapide que ce qui a été fait. Alors, il y a deux positions extrêmes sur la question de l'organisation de défaut de dette souveraine en zone euro. Si à un moment, il y a un pays qui se trouve dans une situation de non-soutenabilité de sa dette, comment on fait à l'intérieur de la zone euro, sachant qu'encore une fois, il y a tous ces problèmes de dommages collatéraux. Alors, il y a deux positions extrêmes. En gros, il y a d'une part l'Italie, et puis je pense que la France se trouve un peu dans cette situation de dire jamais. Le défaut en zone euro n'est pas possible, il n'existera pas, on n'en fera jamais, on n'en parle pas, on ne l'organise pas. Même si on a bien vu que dans le cas de la Grèce, ça a déjà existé. Mais c'est un petit peu une position de principe. Et puis de l'autre côté, il y a la position allemande ou hollandaise qui est de dire non, en fait, dès qu'un pays est au-dessus d'un certain niveau et perd le financement des marchés financiers, défaut automatique, on organise un défaut, la restructuration de la dette. Moi, je pense que ces deux positions sont dangereuses. La première, parce qu'elle n'est pas réaliste et que les marchés financiers ont bien compris qu'il était possible qu'il y ait un défaut de dette souveraine en zone euro. Et la deuxième est aussi dangereuse parce que potentiellement, elle met des risques financiers dans le système, parce que dès qu'on anticipera qu'il y a un risque de perte d'accès au marché financier d'un pays, alors on va tout de suite se dire il va y avoir défaut, et donc on va vendre immédiatement la dette publique, et donc immédiatement il y aura la crise de dette souveraine. Donc il faut empêcher, à mon avis, ces deux situations. Et donc, dans ce travail avec les économistes allemands, on faisait un certain nombre de propositions pour essayer d'avoir une voie médiane et intelligente pour régler ces problèmes de finances publiques. Je ne parle pas des taux d'intérêt bas, mais je pense que peut-être on y reviendra, parce que je pense que c'est un sujet important sur la question de la dynamique de la dette publique aujourd'hui, en particulier en zone euro. Merci beaucoup, Philippe. On a beaucoup de sujets de crise et non, on n'a pas de nouvelles rassurantes, mais en tout cas, on a une vision. On a parlé des taux d'intérêt bas. Moi, je trouve que c'est une nouvelle rassurante. C'est bien. On va ouvrir tout de suite. On a 10 minutes pour prendre des questions de la salle. Donc, je vous propose de lever la main. On va grouper. Il y a déjà une question qui est ici. Oui, donc je m'appelle Bertrand Séné. Donc, je suis un ancien élève de Sciences Po et économiste, écologiste. Si on observe avec un peu de recul le système financier, on s'aperçoit que nous sommes soumis à des règles du jeu qui nous posent d'énormes problèmes et qui nous obligent à prendre des décisions qui sont contraires à nos intérêts, notamment la soutenabilité des dettes, qui nous oblige à réduire les dépenses publiques en contradiction avec nos besoins réels. Ça, on le voit bien, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi ne pas changer les règles du jeu, à savoir qui crée la monnaie, en fonction de quelles règles, a-t-on vraiment besoin, et est-il raisonnable de faire appel à l'épargne et au marché financier pour financer les déficits publics, et pourquoi ne pas donner aux États une capacité de créer de la monnaie, ce qui permettrait aussi de supprimer les dettes publiques à terme, et de financer beaucoup plus facilement les services publics et la transition écologique. Alors, si vous voulez approfondir ces sujets, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Ecosofia, et qui est à la bibliothèque de Sciences Po. Merci beaucoup. On va prendre d'autres questions ou interventions. Ici, juste derrière. Madame. Je crois que ça si. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. J'ai simplement une question par rapport à un point qu'a évoqué Monsieur Cadrillac. Si j'ai bien compris, vous avez dit que 40% de la dette du secteur privé était aujourd'hui insoutenable et que cela pourrait mener à une renationalisation. Alors, je voudrais savoir si vous parlez du secteur privé en général ou si du coup c'est le secteur financier. Parce que s'il s'agit du secteur privé en général,
aller jusqu'à une nationalisation. Voilà, ça m'a posé question. Merci. Et une troisième question. N'hésitez pas, c'est pas parce que le sujet est technique qu'il ne faut pas poser des questions basiques. Madame. Bonsoir, j'ai une question un peu générale. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur l'union bancaire et les différentes progrès, enfin votre avis sur les différents progrès qui ont été réalisés dans ce domaine? Très bien, on va donner la parole à la table à ceux qui veulent sur la création de la monnaie, sur l'union bancaire et sur la question de l'endettement à risque. Peut-être cette question, puisqu'elle était particulièrement adressée à vous. D'accord. Donc je vais commencer. En fait, le chiffre que donne le FMI, c'est le chiffre de 40% aujourd'hui des dettes du secteur non financier sont des dettes d'entreprises qui sont en situation financière fragile et auxquelles on a prêté parce que la baisse des taux d'intérêt a rendu les banques notamment et les investisseurs beaucoup plus complaisants à l'égard des ratios financiers. Donc, ça serait cette dette qui représente 40% de l'endettement du secteur non financier qui serait à risque dans un scénario adverse, c'est-à-dire dans un scénario où l'économie mondiale, ou en tout cas l'économie des pays avancés, rentrerait dans une récession modérée. Si vous avez 40% de vos crédits et que vous êtes une banque qui deviennent des prêts non performants, donc des prêts non remboursés, eh bien, soit vous faites faillite, soit, comme ça s'est passé dans la zone euro, comme l'a indiqué Philippe, eh bien, l'État fait le bail-out des banques et donc ça accroît considérablement la dette souveraine. C'est exactement ce qui s'est passé en Espagne. La situation de la dette, les ratios de dette publique, de dette souveraine espagnole étaient avant la crise très bas. Et donc il y a effectivement cette possibilité que de la dette privée devienne rapidement de la dette publique. Et d'ailleurs, ça va dans l'autre sens aussi, parce que je voulais rajouter à ce que tu as dit qu'un des problèmes importants en Europe, c'était ce qu'on appelle le nœud entre les banques et les États. Une partie importante de la dette publique est souscrite par des banques. Donc, pour répondre à votre remarque tout à l'heure, quand de la dette publique est souscrite directement par les banques, quelque part, c'est de la dette publique qui est achetée par de la création monétaire, surtout si ces banques vont se refinancer auprès de la Banque centrale en utilisant comme collatéral cette dette souveraine. Et donc c'est ce qui se passe aujourd'hui, puisque la dette de l'Italie est considérée comme un actif sans risque, comme la dette espagnole, comme la dette allemande. Et donc il y a toute cette problématique que le défaut public puisse devenir aussi un défaut privé et un défaut du système bancaire, et donc que cette contagion se passe dans l'autre sens. D'autres réponses? Qui veut? Peut-être sur... Non, vas-y. Bon. Non, juste sur la question déficit public, création monétaire, un peu lié à un certain nombre de débats qu'on a aujourd'hui aux États-Unis, en particulier sur le financement de la transition énergétique. Moi, le point de départ sur le fait qu'il y a une dette financière et puis par ailleurs il y a aussi une dette environnementale. Moi, je pense qu'il est tout à fait exact. C'est-à-dire que je crois qu'on est très focalisé sur la dette financière, la dette publique financière, en oubliant que, souvent on a cette image, on va léguer à nos enfants, aux petits-enfants une dette, mais on va aussi léguer une dette environnementale. Et celle-là, il faut aussi l'avoir en tête. Et très clairement, en faisant un certain nombre d'investissements aujourd'hui, peut-être que vous augmentez la dette publique aujourd'hui, mais vous créez aussi des actifs qui permettent de réduire une dette dans le futur, qui est une dette environnementale et qui d'ailleurs pourrait aussi, on en parlait tout à l'heure, se transformer en dette financière dans le futur. Donc, ce point de départ, entre guillemets, je l'achète complètement. Après, la question est, est-ce que du coup, il ne faut pas utiliser les banques centrales pour faire ce financement direct des investissements dont on a certainement besoin pour la transition énergétique. Et là, je suis moins partant.
Parce que j'ai l'impression que c'est une manière pour les gouvernements de se défausser de leurs responsabilités sur une entité qui est une entité censée être indépendante, la Banque centrale. Quand j'entends, par exemple, on dit il faut que la Banque centrale européenne aide à la transition énergétique. Moi, je comprends très bien qu'en effet, il ne faut pas que ces actions, en tout cas, soient contraires à la transition énergétique. Mais soyons clairs, les décisions difficiles à faire sur la politique environnementale, c'est au gouvernement élu démocratiquement à les faire. C'est à eux de prendre la responsabilité. C'est eux de faire les choix difficiles, que ce soit en termes d'investissement, de réglementation, de taxes CO2. On a bien vu que ce n'était pas si simple. Et j'ai un tout petit peu l'impression que ce débat qui dit mais on va donner ça aux banques centrales, c'est une manière de dire c'est pas facile à faire politiquement, en effet, parce que certains nous disent que la transition énergétique sera facile, que tout le monde sera heureux. Non, il va y avoir un certain nombre de sacrifices à faire, de changements dans nos modes de vie, et c'est au gouvernement, en tout cas dans nos pays démocratiques, à mon avis, à le faire. La Banque centrale, aujourd'hui, en fait, elle aide déjà pas mal, potentiellement. On a des taux d'intérêt qui sont extrêmement faibles, ce qui veut dire que les investissements qui devraient décider, à mon avis, les investissements qui devraient décider pour faire la transition énergétique sont rendus plus faciles, puisque les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Donc la BCE, déjà, aide énormément. Par ailleurs, d'un point de vue théorique, une fois que vous êtes à taux d'intérêt zéro, d'un point de vue purement théorique, que vous le fassiez, que vous financiez vos investissements par de la dette publique ou par de la monnaie en achetant de la dette publique, c'est pas très différent, puisque dans les deux cas, les taux d'intérêt sont à zéro et qu'en gros, pour un économiste, c'est assez substituable. Sauf que dans un cas, c'est une institution technocratique non démocratique, au sens où elle n'est pas élue, elle est là elle a un mandat qui lui est donné, et dans l'autre, c'est un gouvernement, et pour moi, c'est la politique fiscale qui est le lieu de ce débat. Et c'est là où on doit avoir le débat démocratique. Mais c'est trop facile, je trouve, de dire on va mettre ça sur le dos de la BCE, un peu comme pendant la crise de la zone euro, on a dit débrouillez-vous, c'est à vous de le faire, un peu comme aujourd'hui un certain nombre de gouvernements, dont le gouvernement allemand, dit non, s'il y a une récession, c'est pas à nous de nous en occuper avec une politique fiscale expansionniste. Je trouve qu'il y a un peu cette tendance aujourd'hui. On a un peu moins qu'une minute pour l'union bancaire. Quelqu'un veut se lancer ? Moi ? Non, c'est une question un peu aussi Banque de France, non ? Est-ce qu'on est mieux aujourd'hui ? Non, alors je veux bien répondre très rapidement sur l'union bancaire. Je pense que c'est le gros défaut de la zone euro. On n'a pas avancé suffisamment. Alors le ministre des Finances, M. Scholz, a fait un progrès en disant qu'il était finalement favorable à une assurance, à la mise en place d'une assurance des dépôts bancaires en zone euro. Je pense qu'il y met énormément de conditions. C'est un petit peu complexe, mais ça va dans le bon sens. Mais on est encore très loin d'une union bancaire qui existe par exemple aux États-Unis et qui est très importante parce que justement c'est ce qui fait qu'on n'est pas dans une situation où la fragilité des banques induit une fragilité des États qui elle-même implique une fragilité des banques. Donc ce phénomène très pervers qu'on a vu pendant la crise de la zone euro serait très réduit, très amoindri si on avait une union bancaire avec des vraies banques pan-européennes et pas des banques qui dépendent entièrement de ce qui se passe dans leur propre pays. Donc je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire. Il y a une petite ouverture là avec la déclaration du ministre allemand, mais on est encore loin d'une situation qui serait stabilisatrice. Merci beaucoup et je vous rassure, on va continuer avec ce sujet puisque c'est l'objet de la deuxième table ronde et notamment d'une des interventions. Donc on va poursuivre les débats. Merci beaucoup aux intervenants et j'appelle la deuxième table ronde à nous rejoindre.
Rebonsoir. Donc après une première table ronde qui portait sur le secteur public, la deuxième va porter davantage sur le secteur privé, que l'on va modéliser comme composé de deux types d'agents, des institutions financières et des gens. Et le sujet de fond de cette table ronde, finalement, c'est comment peut-on garantir la qualité des services que les institutions financières fournissent aux gens. Ces services, ce sont fondamentalement des promesses, et la qualité d'une promesse peut se mesurer en deux dimensions. La première, c'est la probabilité qu'elle soit tenue, que celui qui l'a émise soit honoré. Et on va avoir deux interventions sur ce sujet. En gros, c'est ce qu'on appelle la réglementation prudentielle des institutions financières, faire en sorte qu'elles puissent tenir leurs promesses. Nous aurons Pierre François, qui est sociologue au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po et doyen de l'école doctorale, qui nous parlera de l'élaboration d'une réglementation importante en matière de promesses d'assurance, Solvability 2. Puis nous aurons Frédéric Hervaux, directeur des affaires internationales de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est justement l'autorité en charge de vérifier, de suivre la qualité des promesses. Et la deuxième dimension selon laquelle la qualité d'une promesse peut être mesurée, c'est de savoir si elle est adaptée aux besoins de ceux qui les reçoivent, aux besoins des gens, si au moins elle n'augmente pas leurs risques. Il peut y avoir d'ailleurs une tension entre les deux, puisque si les promesses sont très inadaptées et très chères, il est facile de les tenir, mais ce n'est pas un résultat social satisfaisant. Et pour parler davantage de cette dimension de la qualité, une autre sociologue de Sciences Po, Jeanne Lazarus, sociologue au Centre de sociologie des organisations et présidente du conseil de l'Institut, va nous parler de ses recherches en anticipation de son article dans Cogito, apparaître demain, plus en lien avec cette seconde dimension. Donc, Jeanne, si tu veux débuter. Merci beaucoup. Donc moi, ce dont je voudrais parler, c'est la question de la protection des consommateurs de produits financiers. Alors ça peut sembler être un sujet de régulation bancaire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise la rencontre entre le marché et les gens qui viennent dans les banques ou auprès des différents fournisseurs de services financiers. Mais en fait, il y a deux dimensions à cette question de la protection du consommateur. Il y a d'une part le protéger des excès des vendeurs divers de produits financiers, donc s'assurer effectivement que les produits qu'on met à disposition sont conformes, n'engendrent pas des risques supplémentaires. Mais il y a aussi protéger les consommateurs de tous les risques qu'ils ont dans leur vie quotidienne, les risques sociaux qui sont souvent pensés de façon très différente autour de la question de la protection sociale. Et en fait, ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est de voir comment on demande de plus en plus à la finance de protéger contre des risques qui étaient auparavant vus comme non financiers, ou en tout cas sortis de la finance de marché, pour être collectivement assurés autour de ce que notamment Esping Andersen appelle la démarchandisation des risques, et donc je pense à la sécurité sociale, aux retraites, etc. Et donc ce qui est intéressant, en fait, quand on pense à la protection des consommateurs, c'est de ne pas penser que c'est juste un domaine bancaire et qu'il s'agit de regarder la régulation bancaire, mais c'est de le regarder au sein d'un système plus global de protection sociale et de se demander ce qu'on attend comme niveau de protection collectif et qui peut être pris en charge par des assurances collectives ou par des assurances privées. Donc ça va avoir deux volets. Un premier volet qui va être de se demander comment on régule les fournisseurs de services financiers aux particuliers. Donc la première chose, c'est que c'est des espaces qui sont extrêmement régulés. Tous les banquiers, tous les assureurs se plaignent sans cesse de l'épaisseur des codes juridiques qu'ils doivent compulser à chaque fois qu'ils créent un nouveau produit et à chaque fois que le législateur se pique d'une nouvelle idée. Et c'est effectivement un monde dans lequel les choses sont extrêmement encadrées par le droit. Malgré cela, on le voit de plein de façons, les consommateurs sont parfois mis en risque par les produits financiers qu'ils utilisent. Alors, la crise des subprimes a été une preuve évidente, a rendu ça très très clair, puisque c'est les produits financiers eux-mêmes qui ont, les crédits qui étaient eux-mêmes dans leur design
des produits dangereux pour leurs utilisateurs. On a aussi des produits d'assurance qui peuvent être des produits qui finalement ne protègent pas comme les utilisateurs le pensaient. Les fonds de pension, qui sont une autre source potentiellement de risque. On parlait tout à l'heure des taux d'intérêt négatifs qui sont une bonne chose pour la dette publique. Ça peut être une chose assez risquée pour les fonds de pension. Et on sait bien que quand les fonds de pension ne sont plus en mesure d'assurer leurs promesses, on est aussi dans une création de risque qui vient des produits financiers. Et quand on regarde la régulation des entreprises financières, ce qui me frappe dans la lecture que je peux en faire, c'est que la régulation, elle est très souvent pensée, pas forcément pour protéger les consommateurs contre les risques, mais pour créer un cadre juridique suffisamment précis pour que les fournisseurs de produits financiers soient sûrs de ne pas faire de bêtises et de ne pas être en risque juridique dans ce qu'ils vont vendre. Alors, par exemple, il y a toute la question de l'abus de confiance ou de l'abus de faiblesse qui a été très régulée dans les 20 dernières années, notamment au niveau européen, avec toute une série de directives, de choses qu'aujourd'hui, les clients bancaires doivent signer quand on va faire un crédit, mais aussi quand on fait un placement. On a des tas de choses à signer à la banque, disant que le banquier nous a bien expliqué. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce test. Le banquier, en général, vous dit « Bon, j'ai plein de papiers à vous faire signer, signez en bas ». Et évidemment, l'information du consommateur qui est censée être le modèle de protection marche assez peu. Et ce qu'on voit là, c'est qu'en fait, on a plusieurs modèles de régulation. On a des modèles qui sont de la hard law, qui vont dire certains produits sont autorisés, pas d'autres, et des modèles qui sont plus de la soft law, qui vont être plutôt de dire il faut que les banques aient des bonnes pratiques, qu'elles fassent un travail de connaissance de leurs consommateurs, qu'elles fassent en sorte de connaître les risques qu'elles prennent et qu'elles fournissent aux clients aussi les informations sur les risques qu'ils prennent, mais avec un cadre juridique un peu plus flou. Donc ça, c'est la première dimension, régulation de l'espace financier. Et puis après, on a l'autre question qui est de demander à l'espace financier de servir à protéger les consommateurs contre tous les risques qu'ils rencontrent. Ça a été beaucoup étudié, notamment dans la science politique américaine, avec l'idée de risk shift, de transfert de risque, où quand les assurances collectives s'amenuisent, les risques qui étaient couverts jusque-là collectivement doivent être couverts individuellement. Donc très concrètement, quand la sécurité sociale vous protège moins, et bien vous prenez une assurance santé individuelle, donc vous allez devoir choisir entre toutes les assurances qui existent, essayer d'évaluer votre risque, le risque de votre famille, des coûts-bénéfices de choisir telle ou telle assurance. Pareil pour les retraites, mais on peut aussi dire que c'est vrai pour le choix des études, quand c'est 40 000, 60 000 $ par an de financer les études, c'est aussi un risque. Et on sait que dans certaines familles, on va prendre l'argent qui était sur le fonds de pension pour payer les études des enfants. Donc on a tous ces risques-là. Et ces risques-là, en fait, ils sont garantis ou ils vont être couverts par des institutions financières, par des nouveaux produits financiers. Alors, on a cette chose qu'on a vue assez classiquement qui a été de dire aux gens les salaires n'augmentent pas, prenez des crédits à la place pour garantir votre niveau de vie. Mais on a aussi toutes les formes d'assurance. Et dans ces travaux-là, je n'ai pas le temps de développer, mais on voit une créativité énorme de modèles d'assurance pour venir régler tous ces problèmes qui étaient avant des problèmes que l'État-providence prenait plus ou moins en charge. On a aussi une autre façon de faire, c'est toutes les politiques qu'en France on appelle des politiques d'inclusion bancaire, autour par exemple de l'Observatoire de l'inclusion bancaire qui a été créé il y a 5 ou 6 ans, de l'éducation financière aussi qui a été une solution présentée comme étant le moyen d'aider les individus devant tous ces nouveaux risques qu'ils ont face à eux. Ce qu'il faut, c'est leur apprendre à choisir le bon fonds de pension, à choisir le bon crédit, à bien anticiper les différentes dépenses qu'ils peuvent avoir tout au cours de leur cycle de vie. Et donc, une espèce de façon de dire, finalement, ce risque individuel, nous, État, ce qu'on est en mesure de faire, c'est pas de le supprimer, mais c'est d'équiper mieux les consommateurs pour qu'ils puissent y faire face tout seuls. Et c'est un discours qui est assez ancien, qui commence à la fin des années 90, c'est que la crise financière a amplifié, donc quelque chose d'assez paradoxal, puisqu'on a eu une crise financière gigantesque où on a beaucoup entendu « personne n'a rien compris », les traders ne savaient pas ce qu'ils faisaient, les grandes banques ne savaient pas ce qu'elles avaient dans leurs actifs.
Mais la solution, ça va être que les consommateurs vont être éduqués à choisir et à prendre des décisions rationnelles. Donc on voit bien un peu l'espèce de quand même d'illusion que améliorer la connaissance de certains pourrait régler des problèmes macroéconomiques. Voilà, donc je m'arrête là sur les politiques d'inclusion bancaire. Si vous voulez, je pourrais le développer dans les questions. Simplement, donc, ce que je voulais, le point que je voulais faire, hein, c'est vraiment que la question de la protection du consommateur financier, elle ne peut pas s'isoler de tout le contexte socio-économique dans lequel on se trouve, et notamment la question des politiques sociales. Merci, Jeanne. Frédéric, vous souhaitez enchaîner? Merci, bonsoir à toutes et à tous. Alors le sujet est évidemment très vaste. Moi j'ai choisi d'apporter un éclairage sur deux thèmes. Le premier, puisque le fil directeur général, c'est gouverner la finance, de rappeler une des dimensions de la gouvernance de la finance, c'est finalement qu'est-ce que les autorités publiques ont modifié dans leur organisation pour tirer les leçons de la grande crise de 2007-2008. Et puis le deuxième point, c'est de faire un petit peu l'état de la réforme de la réglementation financière, justement pour répondre à la crise. Où est-ce qu'on en est? Quelles ont été les principales avancées? Alors pour commencer sur les questions de gouvernance, très clairement, il y a eu des évolutions extrêmement importantes sur les 10 dernières années qui ont été suscitées par la crise. Au niveau international, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que la régulation de la finance et le programme de réforme de la réglementation financière étaient placés au cœur de l'agenda politique avec la création du G20 et le suivi des réformes par les autorités publiques et les autorités politiques. Le deuxième point, ça a été la création d'une instance multilatérale, le Conseil de stabilité financière, Financial Stability Board, qui a apporté, je dirais, des éléments très importants en matière de coopération selon deux dimensions. Première dimension qui était une dimension géographique, avec effectivement une instance qui est multilatérale, qui s'étend à un nombre plus important de pays que les instances précédentes, hein, puisqu'on a un périmètre qui comprend maintenant les grands émergents, mais également une deuxième dimension à cette coopération qui a été une coopération intersectorielle. C'est-à-dire que ce qu'on avait auparavant, c'était des instances qui étaient chargées d'assurer la coopération entre des superviseurs des différents secteurs. Bon, l'instance la plus connue, c'est le comité de Bâle pour les banques, mais vous avez des instances pour les différents secteurs du système financier, assurance, infrastructure de marché ou marché financier. Le FSB a permis d'intégrer l'ensemble des dimensions et donc d'assurer une cohérence d'ensemble de la mise en œuvre des réformes en matière de réglementation financière. Et d'ailleurs, cette volonté de renforcer les synergies et la cohérence de la supervision entre les différents secteurs, elle a aussi des traductions au niveau national, hein, dans les réformes de structure qui ont été opérées au niveau national. Bon, il y a un exemple en France avec la création de la CPR, l'autorité contrôle prudentiel et de résolution, qui en 2010 a fusionné la commission bancaire qui travaillait sur le domaine de la supervision des banques et l'autorité qui était en charge du contrôle des assurances et des mutuelles, de façon à avoir une supervision intégrée. Alors, en Europe, on a eu aussi des réformes de structure, des réformes de la gouvernance qui ont été également très, très importantes, avec comme fil directeur l'idée d'avoir une approche beaucoup plus homogène au niveau de la réglementation applicable, mais aussi une convergence des pratiques des superviseurs, de façon à avoir une supervision des acteurs financiers qui soit identique dans les différents pays.
Alors comment ça s'est traduit? Ça s'est traduit d'abord par le fait qu'en 2010 ont été créées 3 autorités européennes, l'autorité bancaire, l'autorité pour les marchés, qui ont d'ailleurs leur siège toutes les deux à Paris, et l'autorité pour les assurances et les pensions, qui se sont substituées à des comités préexistants qui étaient des instances beaucoup plus souples de coopération entre les superviseurs nationaux, ces nouvelles autorités étant des agences de la Commission européenne avec un mandat très précis de réaliser ce qu'on a appelé le livre unique de la réglementation prudentielle, donc d'avoir une approche tout à fait homogène et d'assister la Commission européenne et les législateurs européens dans ce cadre, mais aussi de renforcer la convergence des pratiques de supervision des différentes autorités nationales. Une autre illustration, ça a été le fait que la réglementation financière en Europe, elle tend juridiquement à migrer vers des outils beaucoup plus contraignants, alors qui sont aussi beaucoup plus développés. Ça a été évoqué tout à l'heure en matière de protection du consommateur, mais c'est vrai aussi au niveau prudentiel, puisqu'on a maintenant beaucoup plus dans le domaine de la réglementation financière, des règlements qui sont donc d'application directe dans les États ou des directives d'harmonisation maximale. La traduction aussi de cette réforme de la gouvernance au niveau de la zone euro, ça a été la création de l'union bancaire. Alors, peut-être reprendre un petit peu le sujet puisqu'il y a eu une question lors de la première table ronde. Effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que l'union bancaire, ça a été la réponse institutionnelle dans le champ de la supervision financière à la crise des dettes souveraines qui a été évoquée tout à l'heure. Cette union bancaire, elle a 3 piliers, 3 composantes. Donc, première composante qu'on a appelée le mécanisme de supervision unique, qui a consisté en fait à transférer la responsabilité de la supervision des banques, alors directement pour les établissements les plus significatifs et indirectement via un rôle de coordination des travaux des autorités nationales pour l'ensemble des autres banques, à la Banque centrale européenne. Et donc ce pilier, il est aujourd'hui pleinement opérationnel depuis 2014. Le deuxième pilier, c'est ce qu'on a appelé le mécanisme de résolution unique, alors qui reste à finaliser, mais qui est largement en place, et qui vise en fait à préparer les établissements au risque d'une faillite et à assurer ce qu'on appelle leur résolution, c'est un anglicisme, c'est-à-dire la continuité de leurs activités critiques sans faire appel en fait à des financements par les contribuables, mais sur la base de fonds qui ont été prépositionnés par la communauté des établissements financiers, donc de façon à ne pas faire appel aux contribuables. Et le troisième pilier, qui lui reste encore très largement à réaliser, c'est un mécanisme européen de garantie des dépôts. Il y a effectivement, comme ça a été évoqué, un certain nombre d'évolutions positives dans ce domaine, mais ça n'est pas encore finalisé. Au-delà de ces réformes de gouvernance, quelles ont été les lignes directrices finalement du contenu de cette réforme de la régulation, de la réglementation financière pour répondre à cette promesse d'assurer une meilleure solidité du système financier et donc mieux protéger les déposants et les épargnants. L'environnement réglementaire a donc été considérablement renforcé au cours des 10 dernières années, avec une première traduction, c'est une augmentation très significative des fonds propres des établissements financiers et en particulier des banques. C'est un phénomène qui est bien connu. Pour vous donner un exemple sur les banques françaises, mais c'est vrai aussi pour les banques européennes, le montant des fonds propres a plus que doublé au cours des 10 dernières années. Alors, ce qui est peut-être un petit peu moins connu, c'est qu'on s'est aussi attaché, au-delà de la quantité, à la qualité
des fonds propres des banques et donc de leur capacité à absorber effectivement les pertes au moment des problèmes, avec des règles qui ont été considérablement durcies dans ce domaine. Une deuxième traduction, ça a été une prise en compte beaucoup plus précise et exigeante de risques qui, jusqu'à présent, étaient insuffisamment considérés par la réglementation prudentielle et qui ont pu se manifester fortement pendant la période de la crise. Bon, un exemple, c'est le risque de liquidité au niveau bancaire, qui ne faisait pas l'objet de standards internationaux et pour lesquels il y a maintenant deux ratios qui commencent à s'appliquer. Mais au-delà des exigences quantitatives, on a aussi une prise en compte beaucoup plus forte de risques de nature plus qualitative, des risques de conduite, des règles aussi en matière de gouvernance qui ont été considérablement renforcées, avec une volonté d'avoir un rôle de pilotage des instances de direction qui est beaucoup plus normé, des règles aussi sur la rémunération qui sont destinées à prévenir une prise de risque excessive, avec notamment un certain nombre de limitations sur la rémunération variable, et puis également un renforcement des règles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et un lien qui est fait entre ces règles et également le volet prudentiel. Ce renforcement de la réglementation, il s'est aussi traduit dans un certain nombre de pays par des réformes de structure qui n'ont pas eu toutes le même objet, mais dont on peut quand même résumer les objectifs autour de deux grands thèmes. D'une part, faciliter en cas de difficulté la séparation des activités non critiques par rapport aux activités plus critiques, et d'autre part le fait d'isoler un certain nombre d'activités de marché beaucoup plus risquées des activités de banque de détail. Donc c'est des réformes comme en France la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, ou bien les règles Vickers au Royaume-Uni ou Volckers aux États-Unis. Ce cadre réglementaire, il a été aussi complété par une forte dimension de nature macroprudentielle. Alors bien sûr, la stabilité financière est de longue date un mandat implicite ou explicite des banques centrales et une considération pour l'ensemble des autorités publiques qui contribuent aux activités de supervision. Mais ce volet, il a été considérablement renforcé et formalisé depuis la crise, avec différentes illustrations, une volonté forte d'éviter ce qu'on a appelé le too big to fail, c'est-à-dire le fait d'avoir un certain nombre d'acteurs du système financier qui sont à la fois peu incités à avoir un comportement sain et d'autre part qui ne peuvent pas être facilement liquidés sans dommages collatéraux et sans appel aux contribuables. Donc là, il y a toute une série d'initiatives qui ont été prises pour traiter cet aléa moral, réduire ce risque, avec à la fois la définition d'un certain nombre de critères pour identifier des activités ou des acteurs systémiques, la mise en place d'un certain nombre d'outils qui peuvent passer par des surcharges en capital ou des règles plus qualitatives, et puis également la mise en place, je l'évoquais tout à l'heure avec l'union bancaire, d'un régime dit de résolution qui vise à justement assurer la liquidation ou la continuité des activités critiques des acteurs sans appel aux contribuables. Une autre dimension des politiques macroprudentielles a été aussi, bien sûr, le traitement de la procyclicité, faire en sorte que le comportement des acteurs financiers puisse ne pas conduire à des conséquences de manière procyclique,
Donc là aussi, il y a un certain nombre de politiques qui ont été mises en place. Ça peut passer par des coussins de capital qui sont exigés au moment où le cycle économique est haut et qui permettront d'éviter une baisse considérable des financements à l'économie en période de difficultés économiques. Voilà, alors où est-ce qu'on en est finalement sur ces réformes ? Premier volet, c'est qu'un certain nombre reste encore à mettre en œuvre dans les différentes juridictions nationales. C'est le cas notamment du dernier accord dit de Bâle III de la fin de l'année 2017, qui reste encore à transposer dans l'Union européenne. Mais une large part de cet agenda de réforme est déjà en place, et en tout cas, il est stabilisé au niveau international. La priorité aujourd'hui pour les autorités de supervision, c'est d'évaluer le résultat de ces réformes, de s'assurer bien sûr de leur mise en œuvre, mais aussi d'évaluer la cohérence de ces réformes. Et l'autre aspect, c'est également de traiter les risques émergents qui se posent pour le secteur financier. Et là, il y a toute une série d'initiatives, que ce soit la prise en compte des risques climatiques par les différents acteurs du système financier, les risques de nature opérationnelle, la montée du risque cyber, ou également les risques associés à l'utilisation et la mise à disposition de cryptoactifs par les acteurs financiers, qui font partie des priorités aussi bien au niveau international qu'au niveau européen. Et donc, en conclusion, je pense que l'ensemble de ces réformes ont constitué une étape très importante. L'objectif n'est pas nécessairement de prévenir la survenance de toute crise. Je crois que c'est bien sûr quelque chose qui est tout à fait hors de proportion, mais en revanche d'avoir une boîte à outils qui permettrait d'en réduire considérablement les impacts et de mieux en traiter les effets. Merci beaucoup. Pierre ? Oui, merci beaucoup. Je vais essayer de vous parler en quelques minutes disons, à certains égards d'une déclinaison, en tout cas d'un volet de ce qui vient d'être énoncé autour de la question des assurances, en essayant d'évoquer la question du passage de ce qu'on a appelé un peu rétrospectivement solvabilité 1 ou solvency 1 et à solvabilité 2, qui sont quand j'essaie d'expliquer sur quoi je travaille, en général je dis ben voilà, vous voyez à peu près ce que c'est que Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, ben voilà, Solva 1, Solva 2, c'est à peu près la même chose, mais pour l'assurance, quoi, en gros. Alors si on essaie d'être un peu plus précis que ça, en fait, il y a eu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en gros, la construction en Europe de règles prudentielles qui visent à s'assurer que les assurances vont pouvoir honorer leurs engagements. Ces règles-là, elles se sont construites en l'espace d'une grosse quarantaine d'années de manière extrêmement progressive. Et ce régime qu'on a donc appelé solvabilité 1 reposait pour le dire très très simplement, sur la définition d'un certain nombre de ratios comptables qui étaient exprimés, donc qui mettaient en lien des grandeurs qui étaient exprimées en valeur en comptabilité historique. Et ces ratios comptables étaient des ratios relativement rustiques, mais qui étaient destinés à fonctionner comme des signaux d'alarme. C'est-à-dire que quand on passait en dessous ou au-dessus d'une certaine valeur, on dit attention, là il y a un gros problème. Et puis quand on passait en dessous ou au-dessus d'une certaine valeur, on dit bon là on arrête, quoi, parce que ça n'a plus marché du tout. Et donc on arrête tout. Ce système-là, il a été assez efficace. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite et on considère en général que les entreprises qui ont fait faillite, elles ont fait faillite parce qu'elles ont vraiment fait n'importe quoi et pas parce que le système d'alarme était profondément inadapté. À la fin des années 90, on a décidé de changer complètement de système et de mettre en place un nouveau dispositif qui est devenu donc Solvency 2. La mise en place de ce nouveau système a été extrêmement longue, relativement longue. Ça a duré une quinzaine d'années de négociations à peu près. Les principes qui fondent ce nouveau système sont complètement différents. Ils reposent sur, je vais aller très vite parce que ça serait un exercice un peu oulipien d'essayer de présenter Solva 2 en 3 minutes, mais en gros, le principe général, c'est de ne plus raisonner en comptabilité en valeur historique, mais de raisonner en valeur de marché, y compris pour les passifs, ce qui est à certains égards une gageure.
Par ailleurs, et pour pouvoir notamment raisonner en full fair value, il a fallu travailler avec des modèles, et notamment des modèles internes. Donc ça a été l'entrée et la systématisation de l'usage des modèles dans le fonctionnement de l'appréciation, disons, prudentielle de la santé des entreprises d'assurance. Et quand on raisonne avec des modèles, il faut notamment se donner des horizons temporels sous lesquels on raisonne. Et le choix qui a été fait a été de raisonner à horizon d'1 an. Ce qui, pour une activité assurantielle, peut sembler un peu contre-intuitif, et ce qu'il est assez largement. Mais enfin, c'est ce choix-là qui a été fait. Donc, là-dessus, on a travaillé dans un dispositif avec un collègue, notamment, qui s'appelle Sylvestre Frézal, qui est un ancien de la CPR, d'ailleurs, sur un format qui était un format un peu original. C'est-à-dire qu'on a essayé de combiner des approches qui étaient des approches à la fois très externes, de sciences sociales, de sociologie, de sciences politiques, et puis des approches très internes, puisque Sylvestre, lui, c'est un spécialiste de mathématiques financières. Et donc, on a essayé de comprendre ce qui s'était passé autour de Solva II en combinant ces regards. Alors, au moment de préparer mon intervention de cet après-midi, j'ai regardé le titre de la table ronde et je me suis dit que j'étais bien embêté, parce que c'était donc protéger et éduquer les consommateurs. Et du coup, j'ai failli mettre un mail à Guillaume pour lui dire je ne peux pas venir, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout le problème de Solva II, en fait. Le problème de Solva II, ce n'est pas de protéger les consommateurs. Voilà, c'est un peu ce que je vais essayer de vous expliquer là maintenant. Alors, c'est un peu rustique comme manière de présenter la thèse, mais enfin, c'est quand même un peu ça, c'est ce qui ressort quand même de l'analyse de Solva II, c'est que ce n'est pas le souci. Le souci premier de Solva II, ce n'est pas tout à fait vrai. L'objectif premier de Solva II, c'est un objectif qui est en fait présent depuis le début des années 60, dans toute la construction de ces directives successives et de ces règles successives, c'est d'essayer de créer un marché unique européen de l'assurance. Ça n'avait pas du tout marché jusqu'à Solva II, et on peut dire que globalement, ça ne marche toujours pas vraiment, même après Solva II. Il y a un deuxième objectif qui est annoncé, qui est assumé, qui est donné comme premier, qui est la protection des consommateurs. Ça, c'est vrai. Et donc, je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense qu'on peut dire que c'est en fait pas vraiment le problème. Et puis, il y a un troisième objectif qui est énoncé au début de la directive, dans le chapeau introductif, qui est un objectif dit de stabilité financière et de stabilité des marchés, et qui est en fait un truc qui ensuite, après, se retrouve décliné de manière, je cite à nouveau, comme une allocation efficace des capitaux dans l'Union européenne. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi ce n'est pas véritablement en fait, la protection des consommateurs qui est au cœur de Solva II, en me concentrant sur le mécanisme de fabrication en fait, de Solva II. Ça a été une très longue bagarre en fait, qui a duré de 1999 à 2014 à peu près, 2013-2014, dans laquelle en fait, cette question de la protection des consommateurs est absolument pas centrale. C'est pas parce que Solva 1 protégeait mal les consommateurs qu'on a décidé d'abandonner Solva 1 pour passer à Solva 2. Solva 1, du point de vue de la protection des consommateurs, ça a plutôt bien fonctionné. Et on a décidé de passer à Solva 2 pour régler d'autres problèmes. Pour régler des problèmes qui étaient, par exemple, le fait qu'il y avait des groupes, des très grands groupes financiers, dans lesquels il y avait à la fois des activités bancaires et des activités d'assurance, et que les règles d'évaluation de la solvabilité de ces deux activités divergeaient trop. Et que donc il fallait essayer de faire en sorte d'avoir des lunettes à peu près cohérentes entre la manière dont on appréciait les activités bancaires et les activités assurantielles. Il y avait un autre objectif, si vous voulez, qui était que les très grands groupes, notamment d'assurance, avaient commencé à développer des outils qui leur étaient absolument nécessaires pour pouvoir rentrer en dialogue avec les gens qui les évaluaient financièrement, notamment les agences de notation. Et que ces agences de notation raisonnaient avec des outils comptables et des outils financiers qui étaient très très différents de ceux qui leur étaient imposés par la régulation prudentielle. Et donc ces entreprises-là se sont dit ça serait peut-être pas mal en fait qu'on essaye de tout mettre d'équerre et de travailler avec une seule famille d'outils. Plus généralement, si vous voulez, je ne rentre pas dans le détail, mais les enjeux qui étaient attachés à la mise en place de Solvabilité 2 au lancement de Solvabilité 2 n'étaient pas des enjeux qui étaient directement articulés à la question de la protection des consommateurs. Et plus généralement, quand on suit les bagarres successives, les enjeux successifs qui ont construit progressivement ces nouvelles règles, qui sont des règles assez complexes, c'est peu de le dire, en fait, la question de la protection des consommateurs n'émergeait pas, en fait, véritablement. Ça a été, si je résume ça d'une manière très très simple, à un moment, dans le processus de négociation, vers 2007 à peu près, 2006-2007,
il y a la commission Econ du Parlement européen qui a commencé à rentrer un peu dans la danse. Et puis, il y avait une négociatrice, quelqu'un qui travaillait à ce moment-là à l'unité assurance de la commission et qui ensuite est devenue l'une des négociatrices pour la France, qui m'expliquait qu'elle avait vu arriver la présidente de la commission, de la commission Econ du Parlement, qui avait dit ça serait quand même, là j'ai regardé tout ce que vous avez écrit, il n'y a rien sur la protection des consommateurs, ça apparaît d'être central. Et cette négociatrice m'avait dit ouais, mais en fait, moi je lui ai répondu que on essayait déjà de mettre tellement de trucs dedans et que c'était déjà tellement compliqué qu'on n'allait pas en plus rajouter la protection des consommateurs, qu'on le ferait après que Solvado aura été adopté, quoi. C'était pas la question. Et donc les questions centrales qui ont été posées au tout début, dans le processus de définition de Solvado, c'était justement est-ce qu'il faut raisonner en comptabilité historique ou en comptabilité en fair value. Il y a eu un débat autour de ça. Il y a eu ensuite un débat sur la place qu'il fallait réserver à la modélisation, avec une emprise progressive en fait des modèles dans les solutions qui ont été arrêtées. Il y a eu tout ce débat sur la question de l'horizon temporel. Ensuite, à peu près au moment, à partir de 2005-2006, au moment où les États ont commencé véritablement à se mêler de la discussion, chaque État est arrivé en fait avec ses biscuits en disant nous, pour les Allemands, c'est très très important d'avoir ça, pour les Français, les Britanniques, c'était très très important d'avoir ça. Et en fait, les questions étaient des questions qui tenaient soit à la structure des produits qui étaient proposés, soit à la manière dont, au business model en gros des entreprises, mais la question de la protection des consommateurs, là encore, était relativement absente. Donc voilà, en gros, je pourrais rentrer dans le détail, même si c'était là encore une question moi, qui m'a un peu surprise, parce que c'est absolument pas comme ça que j'ai essayé de raconter cette histoire-là dans ce que j'ai écrit là-dessus. Et ça m'a un petit peu tarabusté au moment de préparer ça, parce que je me suis dit, mais c'est marrant, parce qu'en fait, c'est une question qui était quasiment incongrue, quoi. Alors qu'elle n'aurait pas dû l'être, finalement. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous raconter. Je laisse la parole maintenant à Guillaume pour organiser la discussion. Merci beaucoup. On peut prendre quelques questions, on a le temps. Bonjour, je m'appelle Patrick Herter, je suis un ancien de la maison, je travaille depuis 15 ans dans un environnement qui s'appelle FinTech, qui associe à la finance la technologie. Je ne vais pas poser de questions, je ne vais pas être très long parce que je ne veux pas perturber le cours de tout ça. Ce qui me frappe, c'est que le sujet, c'est gouverner la finance et que je n'ai jamais entendu parler de finance. Que j'ai l'impression que, en fait, on est en train de construire des châteaux de sable face à la mer qui monte. Cette mer, elle est alimentée sans limite par des institutions. Et que vous n'avez, semble-t-il, aucune idée de ce qui est en train de se passer. Et que je suis absolument stupéfait parce que je ne mets d'aucune façon en doute ni vos connaissances, vos compétences, votre expérience, évidemment, évidemment. Mais je suis consterné. Quand j'entends, et ça confirme mon inquiétude, quand j'entends Madame expliquer qu'en fait, toute la régulation, elle n'est pas là pour défendre le consommateur, pour protéger le consommateur, elle est pour se défendre juridiquement. Quand j'entends Monsieur expliquer qu'effectivement, la régulation européenne, elle n'est pas faite pour protéger, c'est presque incongru, protéger le consommateur. Quand j'entends effectivement tous les efforts des services publics pour essayer de créer des remparts, pour protéger, pour surveiller, pour empêcher, pour contraindre, pour faire signer des dizaines de pages à des épargnants, avant de les précipiter dans le risque, sans les aider à maîtriser ce risque, eh bien, simplement, je vous dis, ça donne une raison d'être à ce que je fais depuis 15 ans. Puisque toute l'optique de ce que je fais, c'est d'essayer de protéger les épargnants malgré tout ça. C'est pas facile. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, mais effectivement, ce n'était pas une question. Mais, enfin, en tout cas, le message que je voulais faire passer va plutôt dans votre sens. Hein. Donc, c'était pas... il me semble que... Malgré tout, je pense que ce qui est intéressant quand même dans cette discussion, c'est justement de voir
les efforts qui sont des efforts tout à fait réels et concertés dans le monde entier de faire une régulation bancaire qui soit plus solide, enfin, et on ne peut pas dire que ces efforts n'ont pas lieu. Cela dit, le monde de la finance reste un monde qui est fait pour échapper à tout et qui trouve des tas de circulation, et par ailleurs qui a aussi des réglementations qui, à côté de tous ces efforts réels et sérieux, il y a aussi des portes qui sont ouvertes parfois de façon complètement incontrôlée et dont les effets ne sont pas mesurés. Mais ce que vous dites est tout à fait réel. Peut-être deux mots. Je pense que forcément, on a des sujets qui doivent être équilibrés et qui sont pas faciles à prendre en compte dans la réglementation. C'est-à-dire que d'un côté, on va vers une réglementation qui est plus par les risques, une approche par les risques. Ça a été le cas pour Solvabilité 2. Enfin, un des éléments importants. Solvabilité 2, c'est en fait un bilan prudentiel qui repose sur des stress tests, sur des tests de résilience. C'est-à-dire que vous faites un certain nombre de scénarios de risques financiers et vous en déduisez votre charge en fonds propres. Donc c'est vraiment une approche par les risques et qui essaye de considérer tout le périmètre des risques qui peuvent se poser à un assureur. Et en même temps, il y a aussi la volonté d'avoir une réglementation qui évite les arbitrages réglementaires, qui évite les failles, donc qui soit aussi complète que possible, qui peut être parfois très lourde et très détaillée, mais qui du coup peut aussi entraîner, parce qu'elle est très lourde et très détaillée, des différences justement d'interprétation, parce qu'elle est difficile à s'approprier, conduire un certain nombre de formalités qui peuvent être lourdes et qui vont s'écarter un petit peu de l'approche initiale par les risques. Et donc tout l'objectif, c'est de trouver le bon point d'équilibre entre les deux, c'est-à-dire d'avoir une approche qui maintienne vraiment une approche par les risques, par les principes, mais en même temps qui soit aussi suffisamment prescriptive pour éviter les risques d'arbitrage réglementaire. Et au milieu, c'est quand même le rôle du superviseur de faire preuve de discernement et d'assurer ce bon point d'équilibre. Tu veux une question ? Oui, à nouveau Bertrand Séné, donc économiste écologiste. Encore une fois, je vais essayer de prendre un petit peu de recul. En fait, quand on voit le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, les banques et les assurances, elles font des calculs de probabilité en fait pour savoir quelle part des dépôts elles peuvent utiliser et placer, et puis quelle part doit être disponible en permanence sous forme de liquidité pour répondre à la demande quotidienne des clients. La question que je me pose, c'est en fait, est-ce qu'il ne serait pas plus simple et plus sûr de sécuriser totalement les dépôts, donc de ne pas y toucher du tout, et de ne pas les placer, et de l'autre côté de financer en fait les activités et les investissements par autre chose justement que de l'épargne, sachant qu'aujourd'hui les banques le font déjà puisqu'elles accordent des crédits en créant de la monnaie ex nihilo. Plus fondamentalement, je pense que en fait on a encore cette idée que la monnaie c'est quelque part une forme de matière qu'on doit déplacer d'un endroit à un autre. Et quand on a besoin d'argent, il faut aller le chercher quelque part. Et en fait, je pense que c'est complètement archaïque. C'est-à-dire que ça provient de l'époque où la monnaie était une matière. Fondamentalement, aujourd'hui, vu que ce ne sont plus que des chiffres sur des lignes, on pourrait très bien imaginer des règles du jeu qui font qu'on peut créer de la monnaie quand on en a besoin pour financer un projet et ne pas du tout avoir besoin de toucher l'épargne. Et à ce moment-là, on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui où on nous fait croire que notre épargne est sécurisée alors qu'en fait, ce sont juste des calculs de probabilité et que quand on fait des probabilités, on sait très bien qu'on peut se planter parce qu'il peut y avoir un événement énorme qu'on n'a pas prévu et qui fait qu'à un moment donné, en fait, on s'aperçoit qu'elle est plus sécurisée. Une dernière chose sur laquelle j'aimerais que vous réagissiez, pour avoir travaillé sur les questions de durabilité, j'ai vraiment le sentiment que les marchés financiers, donc là où on prend énormément de risques aujourd'hui dans les placements, ne sont pas compatibles avec une économie durable. Je pense que si on regarde bien comment ça fonctionne, c'est conçu pour faire de la croissance, c'est très bien conçu pour faire de la croissance, c'est hyper motivant. Si on veut faire une économie durable, à mon avis, ça ne marche pas. C'est même complètement contradictoire.
Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'à long terme, les taux d'intérêt vont disparaître, parce que ce n'est pas non plus compatible avec une économie durable, a priori. On ne peut pas avoir des taux d'intérêt. Taux d'intérêt, ça implique que vous ayez obligatoirement un peu de croissance, un minimum de croissance. Donc, il y a un truc, voilà, je vous laisse réfléchir là-dessus. Dans quel ordre? Peut-être sur le premier point, si j'ai bien compris, ce que vous préconisez, c'est le narrow banking, la banque éclatée, et c'est une idée qui est intéressante, qui est à plusieurs titres. D'abord, elle surgit toujours après une crise bancaire importante, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est promue à la fois par des gens perçus comme très en faveur des marchés, dire qu'en fait les banques trichent puisqu'elles prennent des risques avec l'argent du contribuable, ce qui est inadmissible si on est un vrai libéral, donc il faut leur interdire de faire ça. Et des gens qui, au contraire, sont très interventionnistes. Donc c'est une idée intéressante, c'est un peu comme le revenu universel. Donc l'idée, pour simplifier, c'est de dire que les banques sont fragiles parce qu'elles font des promesses à court terme et elles reçoivent des promesses à très long terme. Donc quand tout le monde veut sa promesse à court terme en même temps, il y a un problème. Donc il faut arrêter de faire ça. Il faut que les promesses de court terme soient dans des actifs à long terme et réciproquement. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Moi, à titre personnel, ce qui me rend un peu sceptique, c'est que les banques, c'est quand même quelque chose d'ancien et que le risque de liquidité que les banques prennent a quand même une contrepartie en termes de création de valeur, qui est qu'on peut le mutualiser un peu, pas parfaitement malheureusement, c'est pour ça qu'il y a des crises, et en le mutualisant un peu, on arrive à financer des projets de long terme avec de l'épargne de court terme, ça ne pourrait pas être fait sans ce risque de transformation. Enfin, l'économie de la banque la plus classique modélise bien ce gain de transformation, de maturité. Donc je pense que c'est une idée effectivement intéressante et qui a toujours de l'influence, mais je crois qu'il est difficile de balayer d'un revers de main tout ce que la transformation de maturité a apporté depuis 2-3 000 ans. Mais en tout cas, c'est très difficile à quantifier, donc c'est pour ça que l'idée de la banque éclatée, à mon avis, a du mérite et de l'avenir. Moi, je voudrais dire que je vais faire une espèce de méta-réponse, de méta-réaction, qui est que je trouve que la question que vous posez, comme moi je fais des enquêtes, je fais de l'empirie, et c'est à la fois hyper excitant et en même temps je vois pas bien comment je peux réagir en fait à ça, parce que vous décrivez une situation qui est tellement éloignée des rapports de force actuels, de la réalité du monde comme il va. C'est pas du tout une manière de dire que j'entends pas vos interrogations, vos raisonnements, leur pertinence. C'est une manière de dire que comme chercheur, et moi je prendrai la parole ici que comme chercheur, c'est tout. Je vois pas bien comment réagir en fait à ce type de réaction, sinon que effectivement on est à certains égards, effectivement, comme tu le dis, ça fait 3000 ans que ça marche comme ça. Ça veut pas dire qu'il faut que ça continue à marcher comme ça. Ça veut dire que ça nous permet de mesurer l'écart entre ce qu'on a aujourd'hui sous les yeux et ce à quoi on peut, ce qu'on peut constater comme rapport de force, et puis l'horizon, intéressant, excitant que vous dessinez, quoi. Voilà. Donc ça m'est extrêmement difficile de réagir, et c'est pour ça que je suis un peu quoi. Voilà. Bon, à moins une dernière question. Oui. Oui, Dominique Boulier, je suis professeur à Sciences Po. Je voulais prolonger un peu la première question pour la reformuler d'une certaine façon en disant dans nos... En question. Ouais, en question, oui. C'est-à-dire dans les recherches qui sont faites à Sciences Po, le tableau que vous avez présenté là laisse entendre en fin de compte qu'on est surtout orienté vers protéger les États ou protéger les consommateurs de quelque chose qui serait des activités à risque, effectivement, qui sont générées par qui ? Et donc la question c'est, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent ici à analyser d'une part et à voir comment on peut gouverner ces acteurs qui sont devenus systémiques ? Je pense, ça peut être par exemple les gestionnaires d'actifs absolument énormes comme BlackRock ou des gens comme ça, qui y compris font du conseil au gouvernement maintenant d'ailleurs, ou bien en termes
ça c'est en termes de taille, mais aussi en termes de rythme avec le high frequency trading, tous les marchés au jour le jour, etc. Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites sur comment est-ce qu'on peut reprendre prise sur ce type d'acteurs, indépendamment du fait qu'il faut aussi protéger les autres du système lui-même? C'est un peu self-serving, mais à titre personnel, d'ailleurs, c'est une question que j'aurais pu poser à Frédéric si on avait eu le temps. Je m'intéresse beaucoup au shadow banking, que ce soit la forme d'avant 2007-2008 ou la forme actuelle qui effectivement implique implique des acteurs différents. Et je pense que c'est un challenge très important de tous les régulateurs, le fait que c'est lié d'ailleurs à votre intervention sur les fintechs, ce que disait Jeanne, que la grosse difficulté maintenant, c'est que le secteur financier une taille et un capital humain qui fait que la capacité à le réguler, à le contrôler devient difficile. Et par ailleurs, c'est un beau sujet pour la science politique. Et dans ton centre, il y a pas mal de gens qui travaillent sur ce genre d'interrogation abordée avec l'angle de la science politique qui est assez complémentaire de celui de l'économie. Donc les deux tables rondes de ce soir n'étaient qu'un petit aperçu de tout ce que fait Sciences Po sur la question, mais sur celle que tu viens d'évoquer, oui, on a des forces en présence. Si je peux ajouter, en fait, la question que vous posez, c'est une question assez classique dans les études sur la finance, c'est-à-dire on a cette tendance, par simplement la capacité de travail qu'on est capable de fournir les uns les autres, mais à diviser les différentes parties. Et tout l'enjeu, c'est de voir comment on peut réussir à intégrer tout ça. Parce que si on travaille sur la protection, on nous dit oui, mais vous ne connaissez pas le détail de nouveaux produits qui viennent de sortir. Mais on a de l'autre côté toute une partie des travaux sur la finance autour des sciences, enfin, de sociologie des sciences ou d'histoire des sciences, à qui on a reproché d'avoir été beaucoup trop dans le détail d'un algorithme et de pouvoir faire un livre entier sur un algorithme, et à qui on a dit d'accord, mais l'enjeu politique qu'il y a derrière ça, où est-ce qu'il est? Et je crois que les études sur la finance font vraiment cet effort de réussir à se parler entre ceux qui travaillent plus sur les consommateurs. Les consommateurs, ça a toujours... c'est un peu partout le cas, mais c'est toujours ceux qui sont en dernier, qui sont vus comme la partie la moins théorique, la moins intéressante, et que voilà, on va. Donc ceux qui travaillent sur les marchés, sur les choses très techniques, se disent oui, les consommateurs c'est un truc facile et c'est pas forcément la peine de discuter. Et tout ça, ça change un peu, et les gens qui travaillent sur la finance à Sciences Po ou ailleurs essayent de faire cet effort. Mais ça reste très compliqué parce que le champ est tellement large, avec tellement d'embranchements dans plein de directions, que c'est toujours une espèce de vœu pieux d'y arriver un jour. Un peu pour aller dans le même sens, mais aussi pour poser la question du comment. C'est-à-dire qu'en fait, on peut poser la question à une échelle très très macro-historique et macro-systémique, quoi. C'est en se disant comment on peut reprendre main sur tout ça, etc. Et puis il y a dans notre quotidien de chercheur, quoi. C'est-à-dire que concrètement, quand on veut travailler sur ce type d'objet, comment on fait, et ensuite quel est l'éventuel output de tout ça, même si moi je suis un fervent défenseur du fait que l'output c'est avant tout de la connaissance, quoi. Point. Bon. Et donc je n'ai pas à me transformer en ingénieur social pour justifier ma paye, quoi. Et ça je l'assume pleinement. Cela dit, je suis tout à fait prêt, ayant posé cela, à poser la question de l'output. Et en l'occurrence, sur des sujets qui sont des sujets comme cela, mais moi je suis tout à fait pour désenclaver la finance, c'est-à-dire que je pense qu'il y a énormément de sujets aujourd'hui de politique publique qui sont des sujets techniques. C'est-à-dire que si on travaille sur la pêche aujourd'hui, c'est hyper technique. Les financiers sont très très bons pour faire croire que ce qu'ils font c'est super technique et que donc il ne faut pas aller regarder. Non, je ne crois pas à ça. Simplement, il faut y aller armé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, dans ce projet de recherche là, sur Solva 2, je me suis dit, si j'y vais tout seul, je ne vais pas y arriver, parce qu'il y avait des trucs, c'était trop technique, c'était très aride. Et donc, j'ai trouvé un copain. Et avec ça, on a construit, je crois, un regard, qui est un regard, j'ai la vanité de le penser, relativement exhaustif. Disons, en tout cas, c'est un premier déblayage relativement exhaustif sur Solva 2. Alors après ça, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Justement, une fois qu'on a fini de faire tout ça, on est allé voir des gens, quoi. On est allé voir des gens au Trésor, on est allé voir des gens à Bruxelles, on est allé voir des gens, des patrons de boîtes d'assurance, etc. Et on leur racontait nos affaires. Alors,
Ça n'a pas eu un effet absolument considérable, en particulier à Bruxelles, où j'ai eu une expérience, enfin c'était marrant, quoi, mais c'était comme parler, je sais pas, une chaise, enfin c'était bon. Et puis au Trésor, c'était un peu mieux, enfin bon, voilà. Mais c'est une manière de faire ça. C'est une manière d'essayer ensuite disons, d'interagir un minimum avec les acteurs qu'on a étudiés, au moins pour mettre des gros warnings, quoi, pour dire, ben voilà, vous voyez, là, il y a quand même il y a une difficulté à cet endroit-là ou à cet endroit-là, etc., etc. Mais c'est une manière très, très pragmatique, modeste, quasiment artisanale, de répondre à la question, disons, que tu posais. Bon, à cette heure-ci, nous avons le choix entre passer la nuit dans l'amphi ou clore cet événement. Je vous remercie pour votre participation. Je choisis la deuxième option pour vous. Merci. Bien, on va recommencer à vous dire.